Salut tout le monde, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette vidéo qui s'adresse principalement aux débutants en informatique qui vont s'intéresser aux différents concepts autour du stockage informatique, puisque aujourd'hui nous allons étudier d'un point de vue théorique les concepts de DAS, de NAS, de SAN, sans oublier les possibilités que l'on a en matière de stockage dans le cloud informatique. Et donc après avoir vu cette vidéo, vous allez y voir beaucoup plus clair sur ces différents concepts. Alors si le programme vous plaît, bien n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à regarder la première partie de cette vidéo où l'on va s'intéresser au concept du DAS. Alors le DAS pour Direct Attached Storage correspond à un matériel qui va contenir des disques physiques qui pourront être reliés en direct à un seul équipement. Donc cet équipement qui est relié au DAS, comme vous en avez un ici à l'écran, je vous ai mis à titre d'exemple, eh bien pourra être un serveur ou un poste de travail. Et la liaison, puisque l'on parle de liaison directe, on ne passera pas par le réseau informatique, mais on passera par un câble qui va permettre de lier les deux équipements. Donc typiquement, on va avoir soit du eSATA, soit du SAS, et très souvent c'est de l'USB-C, notamment pour exploiter les normes Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4. Et donc on va avoir quand même un débit qui va être assez important, on peut aller jusqu'à du 40 gigabits par seconde sur certains modèles, en fonction des connectiques, et ce qui va permettre d'avoir donc un espace de stockage haut débit entre les deux équipements. Donc le DAS, il est accessible uniquement depuis une seule machine, donc c'est pour ça que sur le schéma que je vous ai mis à l'écran, on voit bien le DAS, il a différents disques, et ça va être relié sur une seule machine. Donc typiquement, on peut utiliser ce type d'appareil pour étendre l'espace de stockage d'un ordinateur, et c'est une alternative en soi au disque dur externe. Alors vous allez me dire, mais oui, mais le disque dur externe c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus pratique à transporter. Alors effectivement, donc ça, c'est dans l'exemple du cas d'un particulier. Par contre, on peut se dire aussi que le DAS, eh bien, il aura plusieurs disques, mais qu'on va mettre en place le système RAID, donc le RAID qui va permettre d'assurer la redondance et de pérenniser les données, par exemple. On va pouvoir mettre en place un RAID 1 pour avoir un miroir des disques. Donc on aura deux disques qui auront les mêmes données en miroir, et donc si un disque tombe en panne, on a toujours accès aux données parce que il nous reste une copie viable. Donc voilà, donc c'est quand même plus sécurisant qu'un disque dur externe. On n'est pas dépendant du réseau, donc c'est aussi plus facilement transportable. C'est probablement pour ça que le modèle en exemple sur l'image contient une poignée pour être transporté un peu plus facilement. D'ailleurs, pour approfondir un petit peu cette notion de DAS et s'intéresser un petit peu plus à ce modèle, on voit donc c'est un modèle TerraMaster TD2, et on peut le relier donc en USB-C sur une machine, comme on peut le voir si on regarde la connectique à l'arrière, et à aucun moment on a en fait du RJ45, parce que ce n'est pas un équipement qui se connecte au réseau, même si il peut en avoir l'allure. Et je vous ai mis un autre modèle, là c'est chez QNAP, avec 4B, et c'est pareil, c'est de la connexion USB vers un poste de travail ou éventuellement un serveur, et on est voilà sur 200 €, 270 € pour l'autre. Après, voilà, je vous ai mis dans cette vidéo différents modèles. Ce n'est en aucun cas pour promouvoir plus un modèle qu'un autre ou plus une marque qu'un autre, c'est vraiment à titre indicatif pour vous permettre aussi en même temps, eh bien peut-être de découvrir certains types de matériel et certaines marques. Parlons maintenant du terme SAN, donc SAN pour Storage Area Network, donc communément on parle de BSAN ou de baie de stockage. Et donc cette baie de stockage en fait va permettre de bénéficier d'un espace de stockage qui sera partagé et accessible simultanément par plusieurs serveurs, j'insiste bien par plusieurs serveurs, car c'est vraiment avec des serveurs comme on utilise en général les BSAN. Donc quand on a une BSAN, en fait, on va avoir un accès bas niveau au disque. Donc dans la BSAN, on va vraiment avoir les disques physiques, donc des disques durs mécaniques traditionnels, mais aussi de la mémoire flash, donc du disque SSD par exemple. Et donc on va avoir un accès en mode bloc aux fichiers, et le système de fichiers donc sera visible du côté des serveurs. En fait, l'espace de stockage, donc les disques en tant que tels, seront vus au niveau du serveur comme si c'était des disques locaux, et donc le formatage et le choix du système de fichiers, par exemple NTFS, se fera vraiment du côté des serveurs. Et donc pour ça, pour créer
ces volumes logiques, eh bien on va créer des unités logiques que l'on appelle des LUN, LUN. Donc ça c'est aussi un terme que vous devez connaître si vous travaillez, si vous travaillez ou vous envisagez de travailler dans l'informatique. Et donc après, la connexion entre la BSAN et les différents serveurs qui vont l'exploiter, eh bien ça va s'effectuer soit via le réseau Ethernet, donc là on va prendre du RJ45, du câble classique, ou de la fibre optique pour avoir plus de débit, parce qu'on va pouvoir aller chercher aussi des performances relativement élevées, où là aussi on va pouvoir être sur du 10, 20, 25, ou même plus en termes de gigabits par seconde. On va pouvoir aussi faire de la connexion directement en SAS, donc les câbles SAS entre les deux appareils, et après on va exploiter différents protocoles, j'en ai listé quelques-uns, notamment le protocole ISCSI, qui est pris en charge sur Linux, sur Windows et sur d'autres systèmes, et aussi la partie Fiber Channel. Donc là on a plusieurs protocoles associés au Fiber Channel, comme le FCP, le FCE et le FCNVMe, quand on a des volumes full flash, notamment avec des disques NVMe. Donc typiquement la BSAN, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Eh bien ce n'est pas pour mettre à la maison, en général c'est plutôt quand on va avoir donc un stockage partagé entre plusieurs serveurs de virtualisation, donc plusieurs hyperviseurs, que ce soit sous Hyper-V ou sous VMware, et donc les hyperviseurs vont se connecter à la BSAN et ils vont venir dessus stocker les machines virtuelles. Alors pour mieux comprendre l'intérêt, je vous ai fait un schéma, donc on voit bien sur le schéma ici qu'on a donc les autres Hyper-V, donc avec des machines virtuelles qui sont exécutées, et ces machines virtuelles, en fait, bien qu'elles soient exécutées sur les serveurs Hyper-V, vont être stockées sur la BSAN. Donc en fait, sur cette BSAN, il y aura vraiment le stockage des machines virtuelles, c'est un espace de stockage partagé et sécurisé, et donc si on a un serveur Hyper-V qui tombe en panne, et bien puisque les machines virtuelles sont stockées sur la BSAN, l'autre serveur peut toujours accéder. Donc là on est vraiment sur une particularité et l'intérêt d'une BSAN, plutôt que d'avoir le stockage en local dans chaque serveur. Là on a un stockage accessible via le réseau, mais directement visible en tant que stockage local, on va dire, entre guillemets, dans les serveurs. Donc c'est intéressant. Et on a au-dessus la partie réseau local, avec les ordinateurs de l'entreprise par exemple, qui eux n'ont pas du tout accès à la BSAN. À aucun moment ils peuvent accéder en fait au contenu de la BSAN qui elle est vraiment connectée dans le réseau lié au serveur. Donc la BSAN, là on voit que si jamais elle tombe en panne, ça peut être critique puisque c'est elle qui centralise les données finalement. Eh bien on peut la redonder pour en avoir une deuxième, mais par défaut il faut voir quand même que c'est du matériel qui est relativement bien sécurisé, redondé, puisqu'on va avoir déjà 2 alimentations électriques, 2 contrôleurs disques, donc déjà en interne, dans un même boîtier, dans une même BSAN, on a un certain nombre d'équipements qui vont être doublés pour se protéger contre certaines pannes. Donc je vous ai mis ici un exemple donc d'un modèle de chez Dell. On voit déjà en termes de coût, c'est beaucoup plus élevé par rapport au DAS qu'on a vu avant et au NAS qu'on va voir après, tout en sachant que là il faudra rajouter en plus le prix des disques. Donc ça peut faire vraiment quelque chose de conséquent d'un point de vue financier, on peut être à 20, 30 000, 40 000 euros, ça peut vraiment monter très loin en fonction également du niveau de gamme de la BSAN, mais aussi de la capacité de stockage. Parlons maintenant des NAS, donc NAS qui signifie Network Attached Storage, donc le NAS c'est un appareil en soi qui va être autonome, puisqu'il va disposer en interne de ses propres disques physiques, donc des disques durs mécaniques 3 pouces et demi, 2 pouces et demi, des disques SSD, voire même des disques SSD au format NVMe, donc au format M2. Donc il va avoir ses disques, il a son propre boîtier, et en plus il a son propre système d'exploitation. Donc ce qui en fait plus ou moins, on va dire aujourd'hui, un véritable serveur de stockage. Et pour aller plus loin, vu qu'il a son propre système, il peut exploiter lui-même les disques qu'il contient, donc c'est pour ça que le système de fichiers il est géré sur le NAS. Donc c'est généralement de l'EXT4 par exemple, ou du BTRFS, pour ce qui va être du système de fichiers. Donc en local sur le NAS. Et on a bien sûr après, comme sur les technologies qu'on a vues précédemment, la possibilité d'avoir du RAID pour pérenniser, pour protéger les données. Donc vu que le système de fichiers est géré sur le NAS, on va avoir un accès en mode fichier aux données, donc je vais revenir sur ça un petit peu plus tard.
Et on va pouvoir ensuite, à partir donc, des machines qui sont connectées au réseau, un serveur, un poste de travail, une tablette, un smartphone, etc., accéder aux données du NAS, donc en exploitant différents protocoles. Donc ça peut être le protocole SMB, en général sur Windows, le NFS quand on va être sur Linux, et l'AFP quand on va être sur macOS. Après, tout dépend ce qu'on veut utiliser et ce qui est activé du côté du NAS. Donc le cas d'usage d'un NAS en entreprise, on va dire, ça va être le serveur de fichiers. Dans une petite PME, voilà, les salariés vont se connecter sur le NAS à distance via l'explorateur de fichiers Windows par exemple et venir déposer leurs fichiers. On va pouvoir aussi stocker des sauvegardes. Donc on imagine là encore en entreprise où on fait des sauvegardes et on stocke les sauvegardes sur le NAS qui est tout à fait fait pour ça. Mais en fait, ça, c'est un petit peu les cas d'utilisation traditionnels d'un NAS, puisque depuis plusieurs années maintenant, le NAS est devenu un véritable serveur multifonction. Les systèmes embarqués dans les NAS, en fait, sont vraiment très évolués, et on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut aujourd'hui, sur un NAS, héberger un site web, le transformer en serveur VPN, en serveur multimédia pour stocker sa collection de films, de musique et y accéder au travers du réseau, venir stocker les photos de famille, les organiser par album et tout ça avec des applications dédiées, transformer le NAS en serveur de vidéosurveillance où les caméras vont venir stocker leurs enregistrements sur le NAS. Enfin voilà, il y a plein de fonctionnalités possibles. C'est vraiment des serveurs multifonctions, les NAS aujourd'hui. Ça va beaucoup plus loin que du simple stockage de fichiers, du simple partage de fichiers, comme ça pouvait être le cas au tout début. Cas d'utilisation classique, le NAS est connecté au même réseau que les serveurs, les postes de travail. Alors bien sûr, les réseaux peuvent être séparés, mais on est sur du réseau local où on accède au NAS via les différents protocoles que j'ai cités précédemment. Et après, grâce à une gestion des permissions avec des groupes, des utilisateurs, on va pouvoir créer différents dossiers partagés, gérer les droits et permettre par exemple aux utilisateurs du service informatique d'accéder à certains dossiers partagés stockés sur le NAS, et les utilisateurs d'un autre service ils vont pouvoir accéder à d'autres dossiers partagés. Voilà. On peut aller après plus loin où l'on va pouvoir très bien se dire, on a une BSAN avec le cluster de virtualisation comme on l'a vu précédemment, et on va pouvoir à ça rajouter un NAS sur le réseau. On n'est pas obligé de faire l'un ou l'autre puisqu'on a des fonctions vraiment différentes. On va pouvoir avoir la BSAN par exemple pour la partie serveur de virtualisation et avoir un NAS en supplément pour stocker des sauvegardes ou faire un espace de partage de fichiers au niveau de l'entreprise. Ça, c'est tout à fait possible. En ce qui concerne les principaux acteurs du marché au niveau des NAS, on a Synology qui est vraiment le leader numéro 1 au niveau des NAS, ça c'est incontestable aujourd'hui. Et après, on a d'autres marques qui sont particulièrement intéressantes comme Asustor, QNAP et TerraMaster. Donc voilà, si vous aujourd'hui vous orientez vers l'achat d'un NAS, que ce soit pour un usage particulier ou en entreprise, c'est probablement vers un modèle de l'une de ces marques que vous allez vous diriger, même s'il y en a d'autres comme par exemple Western Digital qui est très connu pour ses disques durs et qui propose aussi une gamme de NAS. En termes de prix, en fait là j'ai mis à partir de 190€, puisque ça va dépendre des fabricants, mais ça va dépendre aussi du nombre de baies dans le NAS. Là on voit c'est des modèles 2B que j'ai mis, donc on peut mettre 2 disques. Il y a des modèles qui vont beaucoup plus loin, on peut avoir du 8B, du 12B, auquel on va pouvoir rajouter même des fois une unité d'expansion pour avoir des baies en plus. On a des modèles compacts comme ceux que j'ai mis à l'écran, il y a des modèles aussi rackables, donc là quand on va pouvoir mettre dans les baies en entreprise, il y a vraiment plein de modèles, donc j'ai envie de dire c'est à partir de 190€ et peut-être jusqu'à 1500-2000€ pour les modèles les plus chers. Voilà, après j'ai pas fait un point là sur les différents catalogues, et il faudra rajouter à ça du coup l'achat des disques, parce qu'ils sont livrés généralement sans disques, sauf si on prend une offre où il y a les disques d'inclus avec. Donc avant de passer à la partie cloud et un petit peu pour faire le lien entre le SAN et le NAS, en fait, je voulais attirer votre attention sur un équipement qui est dans le catalogue de Synology. C'est le SAN UC3200, qui est vendu 6900€, quand même beaucoup moins cher que la BSAN Dell que je vous ai présenté au début. Et en fait, c'est la BSAN
de chez Synology. Donc Synology, le fabricant de NAS essentiellement, hein, même s'il fabrique aussi des routeurs. Et voilà, donc il faut savoir qu'il y a cette alternative là, où l'on voit bien là sur le schéma, c'est assez explicite, on a bien cette notion d'alimentation redondante, de double carte réseau, double carte contrôleur, comme je l'évoquais précédemment. Donc voilà, ça c'était plus pour vous donner un maximum d'infos sur le sujet. Pour finir, je vais vous parler du stockage cloud, puisqu'aujourd'hui c'est une possibilité qui est vraiment incontournable et qui peut répondre aux besoins des particuliers, des entreprises en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Tout d'abord, il y a des services de stockage variés et qu'on connaît tous, Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, etc., où l'on va pouvoir stocker ces fichiers en ligne, comme on le fait sur un disque dur externe, ou même sur un NAS finalement. Sauf que là on perd un petit peu la maîtrise de ces données puisque c'est dans le cloud. Après on a des services de stockage un petit peu plus spécifiques qui vont être proposés par les fournisseurs de cloud. Donc on va avoir la partie Amazon AWS, Microsoft Azure, on a la même chose aussi sur Google Cloud Platform. On a également le français OVH Cloud donc qui propose des services d'hébergement de stockage. On a Wasabi, etc. Il y a plein de solutions. Et dans le cloud, on a la possibilité d'avoir le stockage en mode fichier, en mode bloc, et l'object storage, sur lequel je vais revenir après. Donc par exemple, on va pouvoir stocker ces fichiers en ligne dans le cloud sans avoir de ressources en local, on va pouvoir externaliser des sauvegardes, on imagine en entreprise, on stocke les sauvegardes sur un NAS, mais par sécurité, on va aussi faire des sauvegardes externalisées, dans le cloud Azure de Microsoft par exemple. Donc voilà, on peut coupler l'utilisation des différentes technos de stockage. On va pouvoir aussi utiliser le cloud pour stocker des fichiers volumineux. Par exemple, on fait une plateforme de streaming, et bien on va stocker les fichiers dans le cloud directement. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la partie Object Storage. Donc en fait, Object Storage, donc là j'ai mis un schéma issu du site Datacore qui est plutôt bien fait je trouve, puisque quand on est en mode fichier, donc on a une vue hiérarchique des données. Quand on est en mode bloc, les données sont organisées dans des blocs. Et après on a un nouveau mode qui existe maintenant depuis quelques années, mais qui est un petit peu plus nouveau en termes de concept, c'est l'Object Storage. Donc là, chaque donnée, eh bien, en fait, c'est considéré comme un objet, et nous avons une décorrélation entre l'emplacement des données et l'accès aux données en lui-même. Donc, en fait, les données vont être stockées dans ce que l'on appelle un bucket, et l'accès aux données sera totalement décorrélé de ça. Comme on peut le voir sur le schéma ici, eh bien, en fait, on a certainement comme une liste de pointeurs d'emplacement. Donc on voit bien la différence visuellement entre le stockage fichier et le stockage objet. Et donc ce qui est rendu populaire, le stockage objet, en fait c'est le service AWS S3 donc d'Amazon, donc qui correspond à Simple Storage Service, que on retrouve donc sous l'abrégé S3. Et maintenant, le S3, on l'a chez plein de fournisseurs. Ce n'est pas une fonctionnalité réservée à AWS S3. Voilà, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous y voyez plus clair au niveau des concepts entre le DAS, le NAS, le SAN et la partie stockage cloud, notamment avec l'Object Storage qui est vraiment particulièrement intéressant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Et puis, eh bien, je vais dès à présent travailler sur une prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.